bienvenue à ce webinaire qui a pour thème le conflit entre les marques et les indications géographiques, on dira IG pour aller plus vite. L'objet de ce webinaire est de vous présenter les changements de notre pratique à l'INPI concernant l'articulation de la protection des marques et des IG suite à la transposition de la directive européenne 2015-2436, dite directive PAC et marques. En effet, suite à cette réforme, en plus d'un renforcement de la protection des IG en tant que telles, des nouveautés sont mises en œuvre qui vont dans le sens donc, de cette protection des IG, mais aussi des signes de qualité et d'origine dans leur ensemble qui comprennent les IG. On a donc choisi d'aller au-delà même des IG stricto sensu dans le traitement de ce sujet afin que vous ayez une vue un petit peu plus globale de ces changements. En compte tenu du temps imparti, on se focalisera uniquement sur les changements procéduraux de notre pratique et non pas sur l'appréciation de l'atteinte à l'IG au sein d'une marque, et cette appréciation n'a pas connu d'évolution suite spécifiquement à la transposition de la directive. Cependant, on reste à votre disposition si le sujet vous intéresse. Je voudrais remercier également le IPO et l'équipe de CP7 de nous avoir permis de vous présenter ce webinaire aujourd'hui et de nous avoir accompagnés tout au long de la présentation. Pour vous expliquer les changements de notre pratique sur les marques et les IG, je suis aujourd'hui accompagnée de Nathalie. Bonjour à tous, merci de votre attention. Je m'appelle Nathalie Gauthier-Rougon et depuis quelques années, je suis juriste au service des marques de l'INPI, plus spécifiquement dans la procédure d'opposition qui s'occupe des motifs relatifs de refus d'enregistrement des marques. Et depuis environ un an, je fais également partie de la cellule annulation des marques qui a été mise en place justement dans le cadre de cette transposition de directive le 1er avril 2020. Élise, je te laisse te présenter. Donc, je suis Élise Bondu, juriste marque également à l'INPI, plus précisément en ce qui concerne l'examen des motifs absolus de refus d'enregistrement de marque et donc notamment en ce qui concerne les marques en conflit avec des indications géographiques. Donc, avant de voir quels changements ont été opérés dans notre pratique suite à la réforme, on a pensé qu'il serait utile de revenir rapidement sur les quelques dates décisives de cette transposition en droit français. Suite à la promulgation de la loi Pacte, elle est entrée en vigueur en deux temps. D'abord le 11 décembre 2019 pour ce qui concerne la nouvelle procédure d'examen des marques qui comprend bien évidemment l'examen des marques en tant que tel, mais aussi l'opposition. Et le 1er avril 2020 a été mise en œuvre la nouvelle procédure de nullité et d'échéance des marques qui est désormais du ressort exclusif de l'INPI et non plus des tribunaux judiciaires. Alors, dorénavant, suite à la réforme PAC et marques, il y a trois procédures où l'atteinte à une indication géographique peut être invoquée devant l'INPI à l'encontre d'une marque. Deux de ces procédures interviennent avant l'enregistrement de la marque. Il y a dans un premier temps la procédure d'examen des motifs absolus de refus d'une demande d'enregistrement. Dans le cadre de cette procédure d'examen, l'atteinte à une IG antérieure pourrait être soulevée d'office par l'INPI et aboutir, selon le cas, à une régularisation de la demande d'enregistrement ou bien, si cela n'est pas possible, un rejet total ou partiel de la marque. Suite à cette procédure d'examen, a été mise en place la possibilité de former opposition sur le fondement d'une IG depuis la loi de 2014. Dans ce cas, l'atteinte à l'IG n'est pas soulevée d'office par l'INPI, mais doit être invoquée par un tiers habilité, donc un opposant qui aurait qualité pour agir sur le fondement de cette IG. La décision de l'INPI, si l'atteinte à l'IG est reconnue, sera un rejet total ou partiel de la marque. Et enfin, troisième procédure, donc, qui est une grande nouveauté de la réforme PAC et marques suite à la transposition de la directive, c'est la mise en place d'une cellule annulation des marques dont la mission est de statuer sur des demandes en nullité de marque enregistrées ou des demandes en déchéance de marque enregistrées. L'atteinte à l'IG pourra être invoquée dans le cadre d'une demande en nullité. Elle devra être invoquée par un tiers. Et l'IG peut être invoquée soit en tant que motif absolu, soit en tant que motif relatif d'annulation de la marque. Alors, qu'est-ce qu'on entend par IG? On va employer le terme IG abrégé dans tout ce webinaire. IG, ça veut dire indication géographique au sens générique du terme, c'est-à-dire une indication géographique, c'est un signe qui va être utilisé pour identifier un produit en ce que ce produit a une origine géographique précise et que sa qualité, sa notoriété ou certaines de ses caractéristiques sont liées à cette origine géographique. Alors, sous le terme indication géographique, il y a plusieurs types
4 grandes familles, on va dire, qui sont toutes les 4 invocables en France et devant l'INPI en l'occurrence. La première grande famille regroupe les indications géographiques de l'Union européenne qui sont enregistrées par la Commission européenne et sont valables sur tout le territoire de l'Union européenne. Ces IG portent différents noms. Elles peuvent s'appeler indications géographiques protégées, donc le sigle c'est IGP, appellations d'origine protégée, ce sont les AOP, ou tout simplement indications géographiques, donc IG tout court. Et ces indications géographiques européennes permettent d'identifier un grand nombre de produits. Nous avons les denrées alimentaires, les vins, les boissons spiritueuses et les vins aromatisés. Donc ça représente vraiment la grande majorité des IG qui sont invoqués en France à l'encontre d'une marque. À côté de ces IG européennes, il y a des IG spécifiquement françaises, en particulier les IG de produits industriels et artisanaux, qui ont pour particularité d'être entièrement gérés par l'INPI depuis le dépôt de la demande jusqu'à son homologation. Il y a actuellement une douzaine d'IG homologuées et quelques-unes qui sont en cours d'homologation. Troisième famille d'indications géographiques, ça va être les appellations d'origine française, soit des appellations d'origine simple, soit des appellations d'origine contrôlée. Il sera précisé que pour toutes les appellations d'origine qui désignent des denrées alimentaires, des vins, des boissons spiritueuses ou des vins aromatisés, ces appellations d'origine ont dû obligatoirement être enregistrées au niveau européen, en tant qu'IG européenne, soit AOP, soit IG. Mais il reste tout de même quelques appellations d'origine en France dont les produits ne sont pas éligibles au titre d'une protection européenne. Donc, ces appellations d'origine, précisément, restent purement françaises. Ça va être le cas de l'appellation d'origine Monoï de Tahiti, par exemple, ou les appellations d'origine contrôlée de produits forestiers, comme l'AOC Bois de Chartreuse. Et enfin, quatrième grande famille d'IG protégeables en France ou en Union européenne, ça va être certaines IG de pays tiers à l'Union européenne, et qui sont directement protégés sur le territoire français ou de l'Union européenne. À titre d'exemple, on peut citer l'appellation d'origine cubaine pour du tabac et des produits du tabac, la Habana. Et cette appellation d'origine est directement protégeable en France en vertu de l'arrangement de Lisbonne. Donc dorénavant, nous allons pouvoir passer au vif du sujet. Donc je rappelle l'objet de ce webinaire qui est vraiment centré sur l'évolution de la pratique de l'INPI dans le cadre de la procédure d'enregistrement des marques, particulièrement au regard de la protection des indications géographiques. Élise, je te laisse la parole pour la première partie qui concernera les modifications lors de l'examen des motifs absolus de refus. Et pour ma part, j'interviendrai en deuxième partie pour vous parler des modifications dans la procédure d'opposition, donc qui s'occupe des motifs relatifs de refus. Élise, je te laisse la parole. Merci Nathalie. Donc, concernant les motifs absolus de refus d'enregistrement de marque, les deux principaux changements qui vont impacter la protection des IG en relation avec les marques sont tout d'abord la suppression de l'exigence de représentation graphique qui aura pour conséquence directe l'introduction de nouveaux types de marques, mais également l'introduction de nouveaux motifs absolus de refus d'enregistrement de marques qui vont concerner directement les IG dans le sens d'un renforcement de la protection des signes de qualité que sont les IG. On commence tout de suite avec le premier changement important depuis la réforme qui a résulté en l'introduction de nouveaux types de marques. Avant la réforme, l'expression susceptible de représentation graphique était insérée au sein de l'article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, cette expression a été purement et simplement supprimée, donc la condition n'a plus lieu d'être. Donc au moment du dépôt, un signe doit pouvoir être représenté de manière précise et claire, c'est rappelé dans l'article, sous une forme appropriée, mais elle ne doit pas être nécessairement représentée par des moyens graphiques. Cela permet donc l'apparition de nouveaux types de marques. Auparavant, il était donc déjà possible de déposer un certain nombre de types de marques que voici. Ceux-ci répondaient tous à l'exigence de représentation graphique. Je ne reviendrai pas en détail sur chacun de ces types de marques. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va se concentrer tout de suite sur les nouveaux types de marques. Donc, depuis la transposition, nous acceptons de nouveaux types de marques sous de nouveaux formats. Certaines marques pouvaient déjà être déposées de manière graphique, mais aujourd'hui, elles peuvent aussi être déposées sous de nouveaux formats sonores, comme la marque sonore.
Voilà un petit exemple qui réveille tout le monde. Nous avons également la possibilité de déposer des marques sous des formes vidéo, notamment concernant la marque holographique qui restitue une image en 3 dimensions en utilisant les propriétés de la lumière, mais également la marque multimédia qui est une combinaison de son et d'images. Également la marque de mouvement, qui consiste à un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque qui peuvent être représentés dans cette marque. A également été introduite la marque de motifs, qui est constituée d'une répétition de motifs de manière régulière. Et enfin, la marque autre, qui reste un petit peu énigmatique et qui concerne une marque qui serait non couverte par l'un de ces types de marques. Donc, quel est le lien entre ces nouveaux types de marques et la protection des IG ? Comme tout motif absolu, lors de l'examen des marques devant l'INPI, nous devons apprécier si une marque porte atteinte à une IG, y compris en présence d'un de ces nouveaux types de marques. Pour le moment, on a très peu de pratiques sur ce cas particulier et pas d'illustration concrète à vous montrer malheureusement, mais on pourrait imaginer qu'on entende ou que l'on voit le mot Bordeaux dans le fichier d'une marque sonore, d'une marque multimédia ou même de mouvement, et que cette marque revendique la classe 33 pour les vins. Donc on peut retenir sur ce point que l'appréciation de l'atteinte à l'IG en tant que motif absolu d'examen a évolué et qu'au moment du dépôt d'une de ces nouvelles marques, il faut redoubler de vigilance sur la qualification d'une possible atteinte à l'IG. Concernant les motifs absolus, la deuxième évolution importante à souligner depuis la réforme est la consécration d'un nouveau motif absolu de marque qui concerne directement les IG et les nouveaux signes de qualité qui vont renforcer la protection des IG en présence d'une marque. Suite à la réforme, lorsque l'Institut relève qu'un dépôt de marque porte atteinte à une IG, les fondements textuels sur lesquels cette atteinte est motivée ont été substantiellement modifiés. En effet, outre le règlement européen qui est toujours visé, l'atteinte à l'IG était motivée auparavant d'une part sur le fondement de la tromperie et également sur le fondement de l'utilisation légalement interdite. Depuis la réforme, les textes ont consacré une protection des IG en tant que motif autonome au terme d'un nouvel article L711-2, 9e du CPI. Donc, outre le fondement qui concerne la tromperie, c'est désormais sur ce nouveau fondement que l'on va refuser une marque qui porte atteinte à une IG. La protection des IG est ici totalement consacrée en tant que motif absolu, ce qui sous-entend une véritable volonté de renforcement de la protection des IG. Depuis la consécration de ce nouveau fondement, nous appliquons désormais le principe d'interdiction géographique qui concerne les marques de vin. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce principe n'est pas nouveau, mais son application est devenue d'actualité car il va dans le même sens que le nouvel article L711-2 9e, à savoir valoriser les IG en présence d'une marque. En vertu de ce principe, sur une étiquette de vin, on ne peut trouver en tant que nom géographique que le nom d'une AOP ou d'une IGP, ou le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande, si cela est précisé par le cahier des charges de l'AOP ou de l'IGP en question. Donc, la protection des IG est ainsi renforcée, puisqu'à travers cet article, il y a une volonté de valoriser l'IG en réservant son utilisation. Donc, pour mieux comprendre cette nouvelle pratique, voici une petite mise en situation avec la marque Dionysos Sud-Ouest, déposée en classe 33, pour des produits qui ne concernent ni une AOP ni une IGP. Après vérification et contestation du déposant, Sud-Ouest est effectivement cité dans le cahier des charges de l'AOP Madiran en tant que nom d'une unité géographique plus grande autorisée. Donc, une régularisation de la demande sera possible en limitant les produits visés en classe 33 à cette AOP au lieu de les supprimer du libellé. Donc, le nouveau libellé en classe 33 pourra être vin bénéficiant de l'AOP Madiran. Aux côtés des IG, le nouvel article L711-2 9e consacre également la protection des spécialités traditionnelles garanties, les STG. Donc, les STG désignent un produit ou une denrée alimentaire dont les qualités spécifiques sont liées à une composition, des méthodes de fabrication ou de transformation qui sont fondées sur une tradition. Elles ne sont pas en lien avec une origine géographique et c'est ce qui les distingue des IG. À ce jour, on a 2 produits qui bénéficient de la dénomination STG en France, la moule de Bouchot et le Berthoud, qui est une spécialité fromagère. Donc, la reproduction d'une STG au sein d'une marque donnera lieu notamment à une précision du libellé pour les produits qui sont concernés par le cahier des charges
de cette STG. Donc, ils devront être précisés comme étant conformes au cahier des charges de la STG sur le même principe qu'avec une IG. Donc, même si une STG est fondée sur une STG n'est pas fondée sur une origine géographique, sa protection est quand même analogue à celle des IG. Donc, leur protection en tant que signe de qualité et d'origine, s'agissant des IG et des STG, est renforcée depuis la réforme en tant que à travers donc, ce nouveau motif absolu de l'article L711-2 9e du Code de la propriété intellectuelle, donc qui concerne aussi bien les STG que les IG sur le même principe. J'en ai fini avec l'évolution de notre pratique en matière de motif absolu de refus d'examen des marques qui concerne les IG. Pour conclure, on ne peut que constater qu'il y a un renforcement de la protection des IG depuis la transposition de la directive en droit français. La protection des IG est donc plus que jamais au cœur du sujet et leur valorisation est vraiment très importante aux côtés des marques. Nathalie, je te laisse donc la parole. Alors, dorénavant, nous allons parler des principaux changements suite à la transposition de la directive paquet marque en ce qui concerne la procédure d'opposition. Alors, pour rappel, le droit de former opposition sur le fondement d'une IG n'est pas nouveau puisqu'il avait déjà été mis en place par la loi notamment du 13 octobre 2014. En revanche, depuis la transposition de la directive paquet marque, il y a un certain nombre de changements dans cette procédure d'opposition fondée sur une IG qui va substantiellement modifier le panorama des oppositions fondées sur les IG. Donc, dans un premier temps, je vous exposerai les changements qui sont vraiment spécifiques aux IG. J'en vois deux principaux. Cela concerne d'une part les personnes qui ont qualité pour agir et d'autre part les IG concernés. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai également de certaines modifications en général de la procédure d'opposition qui a une incidence aussi sur les oppositions fondées sur les IG. J'en vois deux principaux, la possibilité de former des oppositions multiples et d'autre part le nouveau schéma procédural de la procédure d'opposition qui, comme vous le verrez, est particulièrement favorable aux échanges et négociations. Alors, dans un premier temps, les changements spécifiques aux IG. Le premier changement concerne les opposants. Avant la réforme, selon l'IG invoqué, les opposants qui pouvaient agir étaient différents. Si l'IG invoqué était une IG française de produits industriels ou artisanales, deux opposants pouvaient agir, soit l'organisme de défense et de gestion de l'IG concerné, soit une collectivité territoriale, à condition que l'IG invoqué contienne son nom. Donc, je vous cite un exemple. La commune de Limoges pouvait former opposition sur le fondement de l'IG porcelaine de Limoges. Pour toutes les autres IG, que ce soit AOP, IGP, n'importe quelle autre IG, seul l'INAO était compétent pour former opposition. Alors, je précise, l'INAO, c'est l'Institut national de l'origine et de la qualité. C'est un établissement public français dont la mission générale est la mise en œuvre de la politique française relative aux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine. Et dans le cadre de ces missions, l'INAO participe notamment à la défense des IG françaises auprès des instances à la fois françaises et étrangères. Donc, ce qui se passait avant la réforme, concrètement, c'est que pour toutes les autres IG que les IG de produits industriels ou artisanaux, les organismes de défense et de gestion ne pouvaient absolument pas agir et il y a eu énormément d'irrecevabilité, un pourcentage vraiment très important sur ce motif. 70% des oppositions étaient déclarées irrecevables parce que formées par un organisme de défense et de gestion. Donc, les choses ont bien changé depuis la réforme puisque dorénavant, quel que soit l'IG invoqué, deux types d'opposants sont habilités. D'une part, toute personne autorisée à exercer les droits découlant de l'indication géographique concernée et notamment d'en assurer la gestion ou la défense. Donc là, c'est vraiment notamment une consécration très claire de la possibilité pour les organismes de défense et de gestion d'agir. Et deuxième type d'opposant possible, la collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale. Donc ça va être des regroupements de communes concrètement. Ces opposants pourront agir sur le fondement de n'importe quelle IG du moment qu'elle contient son nom et non plus seulement une IG de produits industriels ou artisanales. Donc, par exemple, sous l'ancienne procédure, on avait déclaré irrecevable une opposition qui avait été formée par la commune d'Espelette parce qu'elle avait invoqué
une AOP piment d'Espelette. Comme c'était une AOP, seul l'INAO était compétent. Dorénavant, cette commune, notamment, pourra tout à fait invoquer cette AOP dans la nouvelle procédure. Deuxième modification spécifique aux IG, ça va être une clarification des IG invocables. Avant la réforme, seules certaines IG étaient expressément visées, je vous les ai indiquées là à gauche, et certaines étaient laissées pour compte, en tout cas elles n'étaient pas désignées expressément, notamment les appellations d'origine simple, et toutes les IG de pays tiers qui pourtant bénéficiaient d'une protection directe sur le territoire français. On pouvait même se poser la question si les AOP-IGP n'étaient pas finalement que des AOP-IGP d'origine française. Depuis la réforme, les indications géographiques mentionnées à l'article L722.1 du CPI sont invocables. Alors, vous pouvez regarder l'article pour voir la liste, mais concrètement, ça revient à permettre d'invoquer toutes les IG qui sont protégées directement en France ou par l'Union européenne. Alors, quelques éléments, quelques chiffres suite à cette transposition. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avant la réforme, d'une part, il y avait très peu d'opposition qui étaient formées sur le fondement d'une IG. En plus, la plupart étaient irrecevables. Là, depuis la réforme, bon, c'est quand même une réforme assez récente. Grosso modo, on a des oppositions depuis à peu près 1 an et demi sur le fondement des IG. Mais on peut voir d'ores et déjà que, en l'espace d'1 an et demi, il y a plus d'opposition qu'en 5 ans avant la réforme. Par ailleurs, on peut constater aussi une diversification des IG qui sont invoquées. Avant la réforme, c'était une majorité d'AOP-IGP qui étaient d'origine française, quelques AOP-IGP d'autres origines, et d'ailleurs toutes déclarées recevables, et il n'y avait aucune IG de pays tiers. Dorénavant, il y a un renversement de situation dans la mesure où la majorité des IG invoquées actuellement sont des AOP-IGP d'autres souches que de souches françaises, en particulier italiennes, concrètement dans les oppositions que j'ai pu voir. Et on voit aussi l'introduction de certaines autres IG comme des IG de pays tiers. Alors, aux côtés de ces modifications qui portent spécifiquement sur les IG, certaines modifications générales sur la procédure d'opposition vont avoir une incidence sur les IG. Alors, d'une part, la possibilité de former des oppositions multiples. Ça, c'est une grande nouveauté de la réforme. Avant, un seul droit antérieur était invocable par opposition. Donc, si on voulait invoquer plusieurs droits antérieurs, il fallait déposer plusieurs dossiers d'opposition. Dorénavant, dans un même dossier d'opposition, on peut invoquer plusieurs droits antérieurs à la fois, à condition que tous ces droits antérieurs appartiennent au même titulaire. Alors là, je vais vous parler assez brièvement des droits antérieurs invocables, parce que ça aussi, c'est une grande nouveauté de la transposition de la directive. Avant la réforme, il y avait assez peu de droits antérieurs invocables, soit une marque au titre du risque de confusion, soit depuis 2014, une IG visée donc par les articles que je vous cite, ou l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. C'était tout, on ne pouvait rien invoquer d'autre. Depuis la réforme, en plus de ces droits-là, il y a la consécration d'un certain nombre de nouveaux droits antérieurs invocables. L'atteinte à une marque de renommée, l'atteinte à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion. Certains signes d'usage, à condition que leur portée ne soit pas seulement locale. Donc, ces signes d'usage vont être le nom de domaine Internet, un nom commercial ou une enseigne. Également, on peut invoquer l'atteinte au nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion. Et enfin, peut-être invoquer une marque qui est protégée dans un État membre de l'Union de Paris à l'encontre d'un dépôt de marque effectué en France par l'agent ou le titulaire sans son autorisation ou son consentement. En ce qui concerne les oppositions fondées sur les IG, ce qu'on peut constater actuellement, c'est qu'environ 20% de ces oppositions sont des oppositions multiples. Pour l'instant, des dossiers que nous avons reçus, les autres droits antérieurs qui sont invoqués aux côtés des IG sont des marques, mais on peut tout à fait prévoir et envisager que d'autres droits antérieurs soient invoqués aux côtés des IG. Par exemple, un nom de domaine qui aurait été réservé par le groupe de défense et de gestion de l'IG concerné. Ou pourquoi pas également une opposition formée par une collectivité territoriale qui invoquerait à la fois l'atteinte à son nom, son image ou sa renommée et également l'atteinte à une IG qui contient son nom.
Autre modification en ce qui concerne la procédure d'opposition, c'est le nouveau schéma procédural qui a vraiment été substantiellement modifié. Ce nouveau schéma procédural est particulièrement favorable aux échanges entre les parties et aux négociations. En particulier, a été mis en place un délai d'1 mois après la fin du délai d'opposition pour permettre à l'opposant de compléter son opposition. Ce délai est particulièrement mis à profit dans les oppositions fondées sur les IG pour justement trouver un accord avec le déposant avant que l'opposant n'engage trop de frais pour déposer son argumentaire et les pièces qu'il souhaite invoquer à l'appui de l'opposition. La procédure permet également beaucoup plus d'échanges écrits entre les parties puisqu'on a la possibilité d'avoir jusqu'à 5 échanges d'observations écrites. Donc, chaque partie, concrètement, a la possibilité de s'exprimer jusqu'à 3 fois dans la procédure d'opposition, à condition qu'il y ait des répliques en face. Et enfin, en ce qui concerne les suspensions, il y a une modification aussi, les suspensions amiables. Dans l'ancienne procédure, on ne pouvait suspendre la procédure que 6 mois maximum, par tranche de 3 mois. Dorénavant, il est possible de suspendre par tranche de 4 mois et jusqu'à 3 fois. Donc, ce qu'on peut constater en ce qui concerne l'issue des procédures fondées sur les IG à l'heure actuelle, c'est que celle-ci a vraiment profondément changé puisque avant la réforme, comme vous le voyez à gauche, on avait les 3/4 des oppositions qui étaient déclarées irrecevables. Dorénavant, nous n'avons à ce jour aucune irrecevabilité qui a été rendue. En revanche, beaucoup de dossiers d'opposition ont été clôturés en raison d'un accord entre les parties. Et pour l'essentiel, ces clôtures sont intervenues en tout début de procédure, notamment pendant ce délai d'opposition formelle d'1 mois dont je vous ai parlé. J'en ai fini en ce qui concerne la procédure d'opposition fondée sur les IG. Je pense que ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a une véritable ouverture de la procédure d'opposition. Suite à la réforme, elle est beaucoup plus accessible pour les défenseurs légitimes des IG. Elle est aussi plus ouverte en ce qui concerne les IG invocables. Et par ailleurs, ce qu'on peut dire aussi sur cette procédure, c'est qu'elle est également plus riche, elle offre plus de possibilités aux opposants, dans la mesure où ils peuvent invoquer davantage de droits antérieurs et que les échanges entre les parties peuvent être davantage enrichis suite au schéma procédural dont je vous ai parlé. Et enfin, ce qu'on pourrait dire aussi sur cette procédure, c'est qu'elle est plus flexible dans la mesure où des oppositions multiples sont possibles et où elle est plus adaptée aux besoins des parties qui souhaiteraient négocier. Donc, tous ces changements de procédure sont favorables évidemment aux oppositions fondées sur les indications géographiques et vont également dans le sens d'une protection, d'un renforcement de la protection des IG. Voilà, je pense que nous avons terminé avec notre présentation. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition.